Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, d'autant plus lorsque ce plaisir nous est obscur à nous-mêmes. Car oui, de mystère, d'obscurité, d'opacité, d'incompréhension générale et pourtant de frissons cinématographiques extrêmement puissants, c'est de tout ça dont il va être question dans l'épisode d'aujourd'hui que j'ai choisi de consacrer à Under the Skin, réalisé par Jonathan Glazer. Alors je me permets de le préciser d'entrée de jeu, hein, voilà, dès le début de cette chronique, Jonathan Glazer est un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon réalisateur vivant préféré. Voilà, j'ai prévu à l'avenir, dans un temps dont je ne sais pas s'il est lointain ou proche, comprenez-le, je suis comme vous, je suis perdu dans les affres du quotidien et d'un emploi du temps mouvant, mais en tout cas, je veux aborder la question des metteurs en scène, des metteuses en scène, qui sont très importants pour moi, et une chose est sûre, je peux vous l'annoncer d'entrée de jeu, Jonathan Glazer fera partie de cela. Et quelle meilleure manière finalement de me conditionner moi-même à me lancer dans l'écriture et dans les recherches nécessaires au contenu que je vous propose, que de me replonger dans ce qui a été le film de la découverte de son cinéma, Under the Skin. Drôle de film que ce Under the Skin, film, d'après ce que j'ai compris, relativement détesté par certains et certaines. Apparemment, celui-ci fait débat. Je n'étais pas au courant de ces interrogations qu'il pouvait susciter chez certains et certaines d'entre vous, parce que moi, le choc a été immense, d'entrée de jeu, et pour autant, je ne suis toujours aujourd'hui pas certain des raisons de ce choc. Et vous voyez, lorsqu'on est confronté à un mystère comme ça, à une opacité vis-à-vis de son propre ressenti, ça vous est déjà, j'en suis sûr, toutes et tous arrivé, mais on est face à un écran de cinéma, on est en train de vivre quelque chose, une expérience cinématographique, et on sait que ce qui se passe devant nous est grand. On sait parce qu'on le ressent. Hein, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, mais le cinéma, c'est d'abord et avant tout une expérience physique que l'on va ensuite chercher à intellectualiser ou pas, en fonction de si l'on souhaite préserver le cocon dans lequel le film nous a mis. Mais donc, cette expérience physique que j'ai ressentie face à Under the Skin, elle a été extrêmement intense. Et pour autant, ma compréhension du film a été limitée. Et je crois savoir, au fil des différentes lectures, d'articles et d'analyses autour du film, que je ne suis pas le seul à être plongé dans cette incompréhension. Nous sommes nombreux, nombreuses, je crois, à ne pas savoir quoi faire de ce qui nous est arrivé devant ce film. Et lorsque on est confronté à ce type d'opacité et que l'on a envie de commenter le film en question, il y a deux choix qui s'offrent à nous. D'abord, il y a ce que j'appellerais la méthode anglo-saxonne, parce que c'est beaucoup les anglo-saxons qui font ça. Il y a le côté, on va expliquer. Proposer une analyse purement explicative de ce qui se passe, décomposer chacun des éléments afin de proposer un discours qui mettra fin au mystère. Ou alors, on peut embrasser cette opacité et nous interroger sur le pourquoi de son existence, sans chercher à y mettre fin. Et vous voyez, dans ce distinguo que je fais, il y a évidemment ma préférence qui se devine tout de suite, hein, je suis partisan de la deuxième option, parce que j'ai toujours eu tendance à penser que, à vouloir trop analyser, trop expliquer quelque chose, on finit par le tuer, en fait. Parce que prenons un instant pour nous remémorer les quelques minutes avant la découverte d'un film qui a provoqué ce type d'effet sur nous. Si nous avions préalablement eu accès à une explication détaillée du pourquoi, du comment, de tout ce qui se déroule à l'intérieur du film, ce mystère, ce ressenti si puissant, qui est au cœur de l'expérience que le film cherche à nous proposer, n'aurait pas eu lieu. Et c'est donc la raison pour laquelle je ne vais pas vous expliquer Under the Skin dans cet épisode, et Dieu sait que c'est un film opaque, étrange, dénué de toute mise en contexte narrative qui rend parfois, en tout cas, sinon compliqué, mais difficile l'accès au pourquoi du comment, aux enjeux de ce qui se déroule à l'écran. Mais cette difficulté-là, c'est le cœur de ce que Jonathan Glazer voulait nous offrir. Et lorsqu'on reçoit un cadeau, un tel cadeau, de la part d'un metteur en scène qui, selon moi, s'est érigé aussi haut, aussi vite, parce qu'il s'agit là de son troisième film, un tel cadeau, on ne le jette pas. On en profite. Alors je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans les méandres labyrinthiques d'Under the Skin. Alors pour rappel, le film nous raconte l'histoire. Et encore, même cette phrase ne convient pas, mais on va l'utiliser par abus de langage et pour synthétiser un peu. Nous avons un personnage féminin, interprété par Scarlett Johansson,
qui, à la suite du kidnapping d'une autre femme, se recouvre de sa peau et arpente les ruelles désertes et les routes de campagne d'Écosse pour traquer des hommes dans une camionnette blanche, lesquels, une fois qu'ils ont été convaincus par la beauté spectrale de Scarlett, qui est particulièrement fantomatique et neutre dans ce film, et pour cause, puisqu'il s'agit a priori d'un être non humain qui fait semblant, qui est dans une représentation permanente, lesquels hommes, je disais, sont conduits dans une maison abandonnée où ils seront aspirés dans le sol. Aspirés dans le sol, dans des séquences extrêmement graphiques, extrêmement abstraites, et dont on ne nous donnera jamais, j'allais dire jamais vraiment, mais non, jamais, le pourquoi du comment de à quoi sert tout ce bazar. Non, nous, ce à quoi nous assistons en tant que spectateurs, c'est à la traque de ces hommes, par un être que l'on devine, parce que voilà, nous avons une affiche, nous avons une séquence d'introduction, mais rien de tout ça n'est très précis, un être que l'on devine n'être pas terrien, un alien, pas vraiment au sens d'extraterrestre, mais au sens de celui qui est étranger. Et donc nous l'accompagnons dans sa traque, nous l'accompagnons et surtout nous accompagnons son regard si particulier, si extérieur à l'humanité, qui est envisagé très clairement à travers ses yeux comme une espèce zoologique, avec une grande froideur, avec une grande distance. Et c'est avec ce regard si clinique qui nous dépouille en fait de notre humanité, qui nous réduit à l'état de peau remplie de viande qu'il s'agira d'aspirer, puisque c'est ce que feront les aliens de nous, eh bien c'est chargé de tout ça que débute notre aventure au sein de ce film, dont jamais les réponses ne viendront éclaircir les nombreuses questions que le résumé rapide que je viens de faire pourrait susciter. Non, l'enjeu est ailleurs. Mais alors où est-il cet enjeu ? Ça, c'est la grande question, évidemment, qui me reste toujours en tête, parce que je savais que j'avais envie de parler de Under the Skin. C'est un film qui m'obsède depuis très longtemps, mais au-delà de l'expliquer, le simple fait de savoir comment en parler, c'est déjà impossible. Parce que moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce film, je ne suis pas sûr d'avoir compris les intentions de Glazer, puisqu'elles sont assez obscures, encore une fois. Ou en tout cas, peut-être que ses intentions avancent masquées, qu'elles aussi sont sous la peau. Voilà, alors qu'est-ce que cette peau, encore une fois, voyons, on revient aux interrogations que, que lorsque j'avais déblatéré autour du titre de Mysterious Skin de Greg Araki, de quelle peau s'agit-il, de quoi, qu'est-ce que je dois comprendre de ce titre, comment est-ce que je dois greffer mon interprétation du titre sur le récit qui m'est fait, tout ça évidemment restera sans réponse. Alors la seule chose que je peux faire dans ces cas-là, c'est tout simplement de partir de mon ressenti, de revenir à ce que je disais plus tôt, à savoir que le cinéma est d'abord une expérience physique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps lorsque je regarde Under the Skin ? Eh bien d'abord, c'est un étrange sentiment de pression. Je me sens oppressé quand je regarde ce film, il y a quelque chose qui peu à peu m'écrase. Et alors que j'ai redécouvert le film pour préparer cet épisode, je crois savoir ce que c'est. En tant que spectateur humain, même si c'est à travers le point de vue de Scarlett Johansson, de son personnage que je gravite dans le récit, ce n'est pas à elle que je m'identifie. C'est aux hommes qu'elle tue. C'est aux hommes qui sont traqués par une femme. Chose inhabituelle, en tout cas dans mon imaginaire à moi, façonné par le patriarcat, qui vient entacher l'a priori de domination masculine qui est vissée bien au fond de mon inconscient. Et donc cette pression que je ressens, c'est d'abord une expérience qui m'est faite, à moi, de la prédation. Je suis en situation d'être traqué. Et finalement, dans sa première mouture, en tout cas dans la première moitié, Under the Skin, c'est d'abord ça, en fait, tout simplement. C'est le récit d'une traque. De traques multiples qui viennent convoquer tout un imaginaire. Voilà, donc les autostoppeurs, les gens isolés qui sont amenés dans des recoins où ils vont pouvoir être mis à mort. La camionnette blanche, évidemment. Un ensemble de petits signes comme ça disséminés qui viennent activer quelque chose et qui me mettent en tension. Une tension qui est d'autant plus accentuée par ce regard clinique extrêmement distant porté par l'alien sur les êtres humains qui, tout simplement, déshumanise le genre humain auquel j'appartiens à travers ses yeux.
Je ne me sens pas respecté en tant qu'être humain, je ne me sens pas respecté en tant qu'homme, puisque je suis traqué par une femme. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir l'opinion de personnes féminines vis-à-vis de ce film, de connaître un peu les émotions qui s'activent en elles face à ça. Parce que là, je suis en train évidemment de parler à travers mon propre regard et mon propre imaginaire, hein, je ne peux pas m'en libérer, mais ce serait intéressant quand même de voir comment est-ce que des femmes en fait reçoivent ce film. Et est-ce qu'elles expérimentent justement cette même pression, cette même inquiétude de la prédation. Vraiment, ce serait intéressant. Donc voilà ce que je vis, moi Clément, en tant que spectateur. Je suis traqué par une chose que je ne comprends pas, qui est insaisissable et qui est invisible, puisque cette chose est déguisée sous une peau. C'est pas un sentiment très agréable, et c'est d'autant plus désagréable que je n'arrive pas à saisir les raisons de cette violence qui est exercée contre moi en tant que spectateur. Je ne comprends pas ce que fait cette chose, je ne comprends pas pourquoi elle le fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle me regarde ainsi, avec une telle distance. Cette question de la distance, elle est intéressante d'ailleurs, parce que lorsque j'ai revu le film, j'ai pensé au documentaire Koyanis Katsi, qui, pareil, travaille cette distance, cette observation de l'humanité comme une espèce grouillante, informe, déshumanisée donc, puisque désindividualisée. Et j'ai eu ce même effet. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est Koyanis Katsi, c'est un documentaire expérimental qui filme l'humanité, la Terre en fait, généralement, et donc évidemment l'humanité et les infrastructures que nous avons construites, de très loin, avec tellement de distance qu'il n'y a pas de personnage en fait. Et quand je dis pas de personnage, je ne parle pas de parcours de personnage, de dialogue, etc. Je parle du simple fait de pouvoir reconnaître des gens, de pouvoir isoler un individu. Non, nous sommes toujours filmés comme une masse grouillante. Et je pense que cette comparaison, même si évidemment comparaison n'est pas raison, est plutôt pertinente pour essayer d'analyser le travail qu'a voulu effectuer Glazer à travers le point de vue de cet alien qui ne peut pas nous regarder autrement. Et si dans la première mouture du film, elle nous regarde effectivement comme un ensemble d'animaux qu'elle conduit à l'abattoir pour pouvoir, alors j'imagine, s'en nourrir, j'imagine, encore une fois, pas vraiment de réponse à cette question, l'apprentissage de ce qu'est l'humanité va intervenir dans un second temps. Et cet apprentissage qui intervient dans la deuxième moitié du film va passer par la rencontre avec un personnage atteint d'un handicap très lourd qui déforme son visage. Alors j'ai oublié le nom, mais il s'agit sans doute de la même maladie dont souffrait Elephant Man, pour celles et ceux qui voient un petit peu les conséquences de ce type de handicap. Et cette rencontre avec un être difforme, cette rencontre en fait avec un être singulier, le premier qu'elle va rencontrer, va éveiller chez elle, et d'ailleurs est-ce que je dis elle, est-ce que je dis il, autre grande question à laquelle on ne répondra pas, en tout cas par le personnage joué par Scarlett Johansson, va éveiller chez la chose une volonté ou une interrogation. Une interrogation quant à la nécessité peut-être d'individualiser un peu plus, de cesser de regarder les êtres comme des proies, mais de les regarder comme des animaux ayant une vie, ayant un habitat, ayant des habitudes, ayant des comportements. Et ce qui n'était au départ qu'une quête de prédation va se changer progressivement en une quête de compréhension, de découverte. Et ça va également passer par le langage. Parce que ce qui est très intéressant dans la première mouture du film, donc qui travaille beaucoup la question de la prédation et de la distance, c'est que le langage qui est appris par le personnage, on voit le personnage apprendre à parler, l'humain, est d'abord exclusivement utilisé dans une perspective de prédation. C'est-à-dire que tous les éléments humains que s'approprie le personnage de Scarlett Johansson sont tous utilisés dans une optique de prédation. Et lorsque cette volonté s'emparera d'elle, là, d'un seul coup, elle va commencer à parler vraiment avec les personnages. C'est-à-dire à utiliser le langage non plus comme une arme, non plus comme une arme d'annihilation, mais comme un moyen de communication. Et en communiquant avec les personnages, les autres personnages qu'elle va rencontrer, elle va prendre conscience que cette peau qu'elle habite, qui est la sienne, eh bien, ce n'est pas seulement un habit de camouflage, comme pourrait en enfiler un chasseur pour aller traquer la proie, mais c'est une individualité. À partir du moment où elle communique,
qu'elle se met dans l'interaction interpersonnelle avec d'autres individus, cette peau qui la recouvre devient, elle aussi, un élément de communication. On la regarde d'une certaine manière. On la touche d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle va expérimenter le toucher, dans un premier temps, et puis ensuite le sexe. Et là intervient la troisième étape du film, qui est selon moi l'une des plus intéressantes, et paradoxalement une de celles dont je me souvenais le moins, qui est le moment où le personnage va découvrir le plaisir. Le plaisir, notamment par le clitoris, en tout cas ce que l'on comprend être le sujet de son interrogation, puisqu'elle va interrompre un rapport sexuel pour aller regarder son vagin dans le miroir, suite à une sensation. Donc a priori c'est de ça dont il est question. Et en découvrant le plaisir, elle va découvrir la beauté. C'est-à-dire qu'elle va cesser d'être un être regardant ses proies, et elle va passer à un être sensible. Comme si le regard clinique et scientifique, maintenant que suffisamment d'informations avaient été accumulées, ce regard-là pouvait devenir un regard de poète en quelque sorte. Mais finalement interviendra la tragédie de l'acte final, où, ayant pris conscience qu'elle avait un corps de femme, et qu'en tant que femme, elle jouait un rôle, que le fait qu'elle était une femme, en tout cas perçue comme une femme, soit un élément essentiel de la communication qu'autrui entretenait avec elle, un viol va avoir lieu. Viol qui, étant assez violent, se conclura par des blessures sur sa peau, révélant ce qui se cache en dessous, à savoir un être qui n'est pas ce qu'il a pu penser, pu croire pendant un moment être. Et cela se soldera bien par le feu purificateur. Et vous voyez, rien qu'à la manière que j'ai de vous raconter le film, vous vous rendez compte que je ne peux pas m'empêcher de charger le récit d'interprétation. Alors que, encore une fois, le film est parfaitement décontextualisé. Rien n'est explicité. Les dialogues, à aucun moment, ne mettent en lumière quoi que ce soit qui pourrait être source d'interrogation chez nous. Mais c'est moi, mon imaginaire, ce qu'il y a sous ma peau à moi, de spectateur, qui crée du sens au film, qui le charge d'une symbolique. Et j'imagine que vous l'avez compris, à travers le récit que je vous ai fait, au fil de mes revisionnages, je ne peux pas m'empêcher de voir dans Under the Skin le récit tragique de la condition féminine, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup insisté, évidemment, au départ, sur la notion de prédation de la femme par l'homme et de comment est-ce que ça crée un sentiment de malaise, en particulier chez un homme comme moi. Et vous allez voir que si on résume le film de manière très structurale, en ce qui me concerne, en tout cas selon mon interprétation, ça ne peut que nous péter à la gueule. C'est l'histoire d'une naissance, l'histoire de l'apprentissage de l'interaction avec autrui, la découverte de son corps, de sa capacité à sentir, de sa capacité à ressentir du plaisir. Et puis cette capacité-là devient une source de désir des autres, et cela se conclut par un viol et par une mise à mort par le feu. C'est une sorte de métaphore de la manière qu'a toujours eu l'humanité de traiter les femmes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ce discours d'analyse féministe qui structure le récit du film. Mais pour autant, j'en suis pas sûr. Peut-être que c'est mon imaginaire à moi, que c'est ce que je projette à moi, que c'est ma façon à moi de communiquer avec le film qui me fait dire ça. Parce que là, il y a un truc dont j'ai pas du tout parlé dans cet épisode, qui est pourtant très présent dans le film, c'est la question du regard, et notamment du regard de la caméra, de son point de vue à elle, qui est un point de vue différent de celui du personnage, caméra qui d'ailleurs est réellement constituée dans le film comme un personnage à part entière, déjà au départ. Les tout premiers plans du film où on a cet assemblage de matière abstraite, c'est très clairement une succession de disques qui se rapprochent les uns des autres pour se combiner. C'est un objectif. Très clairement, c'est un objectif. Lorsque vous explosez un objectif de caméra, c'est à ça que ça ressemble. Et vous avez le plan de fin aussi, qui très clairement évoque un regard humain. Comme si nous, spectateurs, c'était de notre regard qu'il s'agissait.
Et encore une fois, j'ai envie d'analyser ça dans le détail, j'ai envie de comprendre tout ça. Et je sais que ça existe dans le film. Mais pour autant, je ne me sens pas capable de le saisir. Parce que j'ai l'impression que m'attarder sur ce point, c'est dévitaliser tous les autres. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de continuer à pouvoir ressentir Under the Skin comme une œuvre tellement dense qu'elle m'échappe, qu'elle est insaisissable. J'ai envie de laisser Under the Skin à son statut de film monde. Et si vous n'avez pas encore découvert cette proposition incroyablement singulière du cinéma contemporain, très peu de films vraiment provoquent ce type de sensation et de réflexion, bah, je ne peux que vous conseiller de foncer. De foncer et d'oublier tout ce que je viens de dire. Hein, bien sûr, soyez vierge et communiquez à votre manière avec le film. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. Je reviens très vite pour continuer à vous parler de cinéma avec toujours plus de plaisir. Salut tout le monde.